Bienvenue à Maghreb Orient Express. Vous transportez plusieurs clients à la fois, ça arrive souvent en fait. Vous pouvez prendre combien? 1, 2, 3 clients, ça dépend. Là, 3 places, 3 clients. Comment on appelle ce quartier? Quartier Bourgogne. Là on arrive sur le front de mer. C'est impressionnant de la marina ce qu'ils font là-bas. C'est un quartier neuf? Marina? Oui. Quartier neuf. Grand chantier de mer. Je suis écrivaine, née à Casablanca. Mes 2 derniers romans sont Kant et La Petite Robe Rouge et Une même nuit nous attend tous. Casa est un port, ouvert sur le large bien sûr, mais c'est surtout pour moi un horizon ouvert à tous les possibles. Alors, vous avez réussi à me trouver? Eh bien oui, Lamia, c'était pas facile, mais j'y suis arrivé et franchement, ça valait la peine. C'est une vue, j'ai envie de dire, grandiose et imprenable. Totalement. Ici, on est à Casablanca Marina et c'est vrai que c'est un projet assez ambitieux avec des logements, des bureaux, mais on a aussi un parc qui va être créé et des promenades qui vont permettre de revaloriser un petit peu tout cet aspect du littoral parce que Casablanca est un port, mais c'est une ville qui s'est tournée vraiment dos à la mer. Alors une ville très dynamique économiquement et c'est vrai que là on est vraiment face à des projets très ambitieux qui permettent de redonner un petit peu de cachet à la ville. À côté de ça, on est aussi face à la Médina qui est réhabilitée en ce moment. C'est un grand projet de réhabilitation qui est mené depuis août 2010. Et je trouve que c'est un lieu emblématique parce que voilà, on est au croisement à la fois de la modernité d'une part et en même temps de la Médina de Casablanca d'origine. Eh ben, vous m'en avez déjà beaucoup appris, Lamia. Et justement, le but de notre venue à Maghreb Orient Express, c'est de découvrir des personnalités comme vous qui s'engagent dans l'avenir de leur pays. Ouais, Casablanca, alors, Rabat aussi. Quel est le programme Eh ben, justement ici, Casa, et puis Rabat aussi, la capitale, je vous raconterai. Mais avec grand plaisir. Je suis journaliste à Tel Quel depuis 8 ans. Tel Quel est un hebdomadaire francophone et indépendant. Notre devise est le Maroc tel qu'il est. J'ai grandi en France, mais j'ai décidé de m'installer à Casablanca. La ville peut sembler inhumaine au premier abord, mais en fait elle est pleine de vitalité et c'est pour ça que je l'aime. Bienvenue à Casablanca, Mohamed. Merci beaucoup, Hassan. J'ai pu déjà avoir un petit avant-goût des embouteillages. C'est toujours comme ça ou pas, Casa? C'est toujours comme ça, mais ça a été aggravé avec les travaux du tramway qui doit être lancé le 12-12. Donc là, vous partez en reportage. J'ai vu que dans Tel Quel, vous aviez consacré il y a quelques semaines votre une aux Marocaines qui soignent leur corps. Pourquoi ce choix éditorial? Parce que le Maroc est un pays en transition. On essaye de saisir les nouvelles tendances qui traversent la société. Et en l'occurrence, pour les Marocains et la mode, il y a un phénomène depuis 4 ou 5 ans. On voit des jeunes s'afficher avec des looks de plus en plus marqués dans la rue, ne craignant pas le regard de l'autre. Donc on
on s'est lancé là-dessus en se disant on veut essayer de comprendre ce phénomène et pourquoi il y a eu ce changement en très peu de temps, 4 ou 5 ans. Il y a une évolution à ce niveau-là, on fait moins attention aux candidats. Oui, la dernière génération, on va dire les 17-25 ans sont beaucoup plus décomplexés par rapport à leur corps, par rapport à ce qu'ils portent. Ils s'affichent beaucoup plus, ils affirment leur personnalité. Alors l'angle de ce reportage, de ce sujet, quel est-il, Hassan? Nous allons rencontrer Jamel Abdnasser, qui est à l'origine de la Fashion Week de Casablanca, un événement qui a été lancé il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est un bon spécialiste et il est capable de décrypter ce phénomène-là et il est totalement dans le mood. Jamel, d'accord, ça marche. À tout à l'heure, Jamel. Merci beaucoup. Là, on va prendre la côtière pour éviter les embouteillages. Moi, j'avais même l'intention dans ce dossier sur la mode, en fait, de faire une sortie encadrée qui sera purement le voile séduction. C'est-à-dire ce voile moyen-oriental qui est critiqué par les conservateurs. Parce qu'il est effectivement, il est rose, il y a une manière de le nouer, il y a plusieurs manières de le nouer en fait. Il y a vraiment des codes. Et porté avec des jeans, il faut coordonner le jean avec le voile. Et c'est des jeans souvent moulants. En fait, c'est un accessoire de mode. Pour arriver à Amina Gzdaï, que j'affectionne particulièrement et qui, en tout cas, apporte au corps, habille le corps par le bijou complètement. Je suis chanteur du groupe Hausa qui existe depuis une dizaine d'années sur la nouvelle scène marocaine. On représente Casa, la vitrine urbaine du Maroc. On fait de la fusion dans laquelle on aimerait bien partager avec les gens notre joie, notre peur, notre souffrance et notre amour pour ce pays et pour notre culture. Vous profitez de la vue, Khalid. C'est vrai qu'elle est là aussi splendide, comme à la Casa Marina, en fait. Ça vous fait rire. Ah, ça me fait rire. C'est devenu un lieu atypique ici. Qu'est-ce qu'on y fait, en fait? On fait de tout ici, mais c'est surtout les artistes qui viennent ici. Les anciens abattoirs, c'était un lieu désuet où il y avait vraiment pas grand-chose à voir. Infréquentable. Infréquentable, exactement. Surtout lorsqu'on sait que le sang, dans notre culture, là où il y a effusion de sang, donc c'est pas très bon. C'est pas très bon. Mais maintenant, c'est devenu un lieu sacré pour tous les artistes. Les musiciens d'abord. Après, il y a eu les gens qui font des arts plastiques. Il y a les Yamakasi aussi qui viennent, on les a vus, les skateurs. Les taggeurs, les graffeurs, les danseurs, les slameurs. Il y a un manque de salles pour répéter, pour créer. C'est pas un manque, il n'y a que du manque, hein. C'est pas un manque, c'est le manque. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Avant, nous, juste pour trouver un lieu où répéter, c'était une galère. Maintenant, heureusement qu'il y a ça, c'est vrai, c'est le premier pas. Après, il faut l'équiper et tout ça. Chose qu'on compte sur les associations et pas mal d'institutions pour nous aider à le faire.
Alors moi je viens vous voir parce que on me dit que vous êtes un parolier hors norme. Dans une chanson Al-Wada qui signifie l'adieu en dalija, en dialecte marocain, vous dites certains, dans le luxe, certains s'exposent pendant que d'autres s'explosent, allusion aux attentats. Vous dites aussi au Parlement, les élus sont couchés. Tiens, une question, ça vous fait pas peur? Vous risquez pas d'avoir des problèmes avec les autorités? Non, avoir peur, oui. Mais de qui ou de quoi? Moi, je préfère avoir peur d'une chose que d'une personne, parce que les personnes changent, mais les situations ne changent pas. J'insulte pas une personne, j'insulte plutôt comme je viens de dire, une situation bien définie. Justement, à ce sujet, le jeune rappeur El-Hakhad qui est en prison, qui vient d'écoper d'1 an de prison, vous, quel regard vous portez par rapport à cette affaire dont on parle quand même de l'autre côté de la Méditerranée, ici aussi, il y a des soutiens dans le mouvement du 20 février. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent finalement que c'est totalement injuste? Honnêtement, je ne peux pas me prononcer là-dessus pour la simple raison que... pour le peu de données que j'ai, parce que tout ce que j'ai, c'est à travers les médias. Et ces mêmes médias, moi, je les prends un petit peu entre parenthèses. J'absorbe pas tout, mais en gros, théoriquement, je suis avec. Ça veut dire sur le principe de la liberté d'expression. Pourquoi moi j'ai pas écopé de prison? En clair, c'est ça. C'est-à-dire que vous parlez d'humiliation. Moi j'ai de la chance. Vous avez eu de la chance. Musicalement, on a du mal à s'y retrouver. Vous êtes alors punk, vous avez des influences Issawa, vous êtes aussi reggae, vous êtes aussi hip-hop, vous êtes aussi hard rock. C'est tout à fait normal. Groupe alternatif. C'est tout à fait normal. Si les gens veulent nous taxer d'une catégorie ou d'une autre, c'est juste parce que les gens, ils ont ce besoin de mettre des étiquettes. Ce besoin de répertorier, exactement. Vous, c'est pas votre souci premier. Non, pas du tout. Nous, si on fait du punk, c'était pas quelque chose de réfléchi. Tenez les gars, on va faire un truc punk parce qu'il n'y en a pas qui le font. Non. Parce que nous, on était... Pour être vous-même. Exactement, parce que nous tous, on a écouté Sex Pistols, mais on a écouté Led Zeppelin, il y a James Brown, il y a Bob Marley, il y a Aretha Franklin, il y a pas mal de couleurs musicales. Pourquoi est-ce que vous devriez vous priver finalement de toutes ces influences? Exact. On va aller au Boultec. C'est la suite logique. Les abattoirs Boultec, c'est une suite logique. Le Boultec, il se trouve dans le Technopark, c'est ça? Exact. Eh ben, alors au Boultec. Eh ben, c'est parti. Tu prends comme il vient, c'est pas grave. Même à deux, même à... c'est pas grave. Et on verra après, donc tu me dis, appelle-moi après, ça fait. D'accord. Donc Nina. Je suis directeur de Tel Quel, un journal, je dirais, progressiste et avant-gardiste, laïque aussi. Je ne conçois pas ce journal ailleurs que dans une ville comme Casablanca, parce que cette ville, elle est au carrefour de tous les Maroc. Alors, t'as vu Hassan? Oui, on a vu Hassan, il nous a expliqué votre devise. Tel qu'il est. Voilà, c'est ça. Alors moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, j'ai envie de savoir comment fait-on quand on est directeur d'une telle publication, comment on se positionne? Quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir, par exemple? J'en sais rien. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire selon ses convictions. Moi, je dis qu'on est là pour défendre l'avant-garde, pour montrer la différence, la laïcité. Donc si on se met dans la tête trop d'interdits, trop de peur, trop de lignes rouges, on ne va pas pouvoir y aller. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez parler du roi? Est-ce que vous pouvez parler de la religion? Aucune règle n'est écrite. Tout est modulable, sous-entendu. Grosso modo, quand on parle, nous autres, de monarchie, du Sahara, tiens, on risque, qu'est-ce qu'on risque? Une censure de l'État.
Mais quand on s'intéresse aux choses de la religion, dans le sens large du terme, alors là, on est menacé par deux censures, celle de l'État et celle des gens. Il y a une vraie susceptibilité chez les gens, en général, par rapport à la religion, à Dieu et à son prophète. Ça, c'est sûr. Alors le Maroc est dirigé par un gouvernement islamiste, celui du PJD. Ça fait maintenant 1 an que le PJD est aux affaires, si l'on peut dire. Quel bilan tirez-vous? Franchement, mi-figue, mi-raisin, dans les grands axes, il n'y a pas de grandes solutions qui sont apportées sur des questions essentielles comme l'enseignement, la santé, le chômage. Dans l'ensemble aussi pareil, l'État reste un peu pauvre, des caisses sont vides. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas beaucoup de changements. Au niveau de la symbolique, je dirais presque pareil. On est toujours lesté par des lourdeurs protocolaires, avec le baise-main, le baise-épaule. Le pouvoir reste essentiellement, ça n'a pas changé, concentré entre les mains du roi. Par contre, si tu permets, au niveau de la rue, on sent une espèce de fièvre. Il y a une fièvre. Là, il pleure alors qu'on sent que c'est chaud. C'est chaud. Ça bouillonne sous l'eau froide. Le 20 février notamment, le mouvement du 20 février. Même s'il a eu des problèmes, mais elle existe encore et elle peut se réveiller, se redéclencher. Mais le Maroc est souvent vu depuis le déclenchement du printemps arabe comme un modèle. Il y a quand même eu les discours du roi, ce référendum qui a quand même été approuvé à une large majorité. Donc pour vous, modèle ou pas modèle le Maroc pour des pays comme un pays voisin comme l'Algérie par exemple? Modèle, ça dépend pour qui et par rapport à quoi. Alors si on compare ce pays au reste du monde arabe, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, c'est vrai que c'est pas mal. On n'est pas si mal aussi, c'est vrai. Mais dans l'absolu, ne jamais perdre de vue que ce pays reste pauvre, analphabétisé, avec un mauvais système de santé, avec de la corruption à grande échelle. Il faut arrêter avec cette affaire de modèle. Alors il y a quelques semaines, Karim, je vous lisais dans un édito, vous rappeliez des propos de Hassan II, l'ancien roi du Maroc, et vous disiez, vous rappeliez ces propos, le roi Hassan II disait nos racines sont africaines, nos branches sont européennes. Pourquoi en aviez-vous parlé? Parce que cette phrase renvoie à une réalité, à un présent qui ne cadre absolument plus. Notre prolongement européen, il est assez fictif. Nos racines africaines ont été malheureusement assez oubliées par nos concitoyens. D'où ces problèmes de racisme. On pourrait discuter des heures, mais vous avez une conférence de rédaction à tenir de la semaine. Ah bah tiens, voilà Hassan. Bonjour Hassan, ça va bien? Le reportage s'est bien passé? Très bien. Eh bien super. Merci en tous les cas, je vous laisse y aller. À très bientôt. Allez, à bientôt, merci à vous, au revoir. Bonsoir Lamia. Bonsoir. Autre lieu, autre rencontre, après la mer, les mots, les livres, l'écriture. Que lisez-vous en attendant? Pour un Maroc de la culture. Ce sont les actes en fait du colloque qui s'est tenu en juin dernier et qui essaye en tout cas de proposer tout un ensemble de solutions finalement pour rénover tout ce chantier de la culture qui est un petit peu en déshérence. Ici, le code de la famille, le statut du code personnel, ce qu'on appelle la Moudawana, a été révisé en 2004. Il accorde plus de droits aux femmes. Est-ce qu'il reste encore des avancées à obtenir? Alors, ça a été une avancée spectaculaire qu'on doit
d'ailleurs à l'arbitrage du roi, qui a permis quand même de débloquer une situation à un moment donné un petit peu délicate. Et cette Mudawwana, oui, elle a instauré évidemment des éléments de progrès extraordinaires par rapport à la femme, qui a la liberté aujourd'hui de pouvoir se marier sans la tutelle de son père, qui peut divorcer de façon effectivement beaucoup plus simple, et surtout qui a la responsabilité conjointe de la famille avec son mari, ce qui n'était pas le cas auparavant, où elle devait droit d'obéissance et de soumission au mari. Un statut de mineur finalement. Donc effectivement, on est sorti quand même en partie de ce statut de minorité, et c'est remarquable. Ceci dit, le bilan est encore mitigé 8 ans après, et il y a des avancées à faire dont s'occupe le Printemps de la Dignité, qui est une coalition en fait de plus d'une vingtaine d'associations féministes, qui a déposé un mémorandum en juillet 2012 pour que le code pénal marocain soit conforme maintenant aux libertés constitutionnelles acquises par la nouvelle constitution qui vient d'être votée justement en juillet dernier. Et notamment cette fameuse discussion sur 2 articles qui ont été un petit peu mis en lumière grâce à une affaire tragique, celle d'Amina Filali en mars dernier. C'est une adolescente qui s'est suicidée après avoir été contrainte et obligée de se marier avec son violeur. Oui, parce que c'était le propre de l'article 475 qui, au Maroc, permet aux violeurs d'échapper à la prison en se mariant à la victime. Si les parents de la mineure l'acceptent. Bien entendu, avec consentement, oui, de la part des parents, en tout cas à l'amiable. Maintenant, d'autres articles méritent d'être revus et corrigés, comme l'article 490, qui interdit finalement aux individus des 2 sexes de pouvoir avoir des relations hors mariage. Et c'est vrai que c'est un frein, quoi qu'il en soit, aux libertés individuelles, et qui concerne pas juste les femmes en l'occurrence, qui concerne la société dans son ensemble. Alors justement sur la liberté sexuelle, je vais demain à Rabat, Lamia, je vais voir la pièce Djali. Ouais. Est-ce que vous l'avez vue, pas encore? Alors j'en ai entendu parler. C'est une pièce, je pense, qui va être un véritable événement. Il s'agit de citoyennes, enfin de différentes femmes qui ont apporté leurs paroles et leur expérience, et qui et qui parlent d'elles-mêmes. Donc on est dans un rapport de vérité et de sincérité totale. Je pense qu'on se le prend en pleine figure. Eh bien, je vais vous laisser avec votre public. Bonne rencontre à vous, Lamia, puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Je suis metteur en scène de la pièce de théâtre Djali, qui veut dire le mien, qui a suivi le même démarche des monologues du vagin. C'est dans un autre contexte qui est purement marocain. On la joue dans un quartier populaire qui s'appelle la Kari, à Rabat aujourd'hui, parce que Rabat c'est aussi capitale culturelle. Amel, Naïma et Nouria, vos 3 comédiennes de Djali, Naïma, elles ont du talent, elles ont surtout beaucoup de courage. Ah oui, bien sûr, sûrement, ils ont beaucoup de talent, beaucoup de courage, et surtout, ils sont des comédiennes professionnelles, lauréates de l'Institut supérieur d'art dramatique d'animation culturelle, le seul institut qui existe au Maroc. Et donc, c'est pas évident de jouer dans cette pièce qui soulève des problématiques tabous au Maroc. Et même dans le monde arabe aussi. Alors, quel est le message justement de Djali, pièce aussi sensible? Alors, Djali, c'est à moi, c'est mon corps. C'est le mien. C'est le mien, c'est mon corps, c'est mon vagin. C'est à moi. Si je vais le concevoir, c'est pas parce que je vais le donner à un certain âge à quelqu'un. Je vais l'offrir à quelqu'un par amour, par plaisir. Et pas parce que j'ai subi une éducation qui me pousse à le sauvegarder parce qu'il y a quelqu'un qui va me juger sur l'âge. Mais cette éducation, ce sont aussi les femmes qui la transmettent, les codes, les mamans, les sœurs, c'est pas que l'homme, Naïma, non? Pas seulement les femmes, pas seulement les hommes, c'est tout un système. L'éducation, la religion, les traditions,
les mamans, les papas. Donc c'est tout un système. C'est pas. Et pourquoi avoir choisi de jouer Djali à l'Institut français à Rabat? Alors l'Institut français, c'est notre partenaire. C'est l'Institut français qui a osé me soutenir pendant les 7 mois qu'on a travaillé sur le projet. Et à Rabat, parce que l'Institut français, il est à Rabat, bien sûr, il est dans d'autres villes, mais Rabat aussi, c'est la capitale culturelle avant d'être capitale administrative. Alors, on parle arabe, on parle darija, le dialecte marocain ici au Maroc, on parle aussi le berbère, vous êtes Nachef Chawal, où on parle tarifit. En un mot, comment dit-on Djali en berbère? En tarifit, c'est Inou. Inou, c'est le mien. C'est le mien. Le Maroc tel qu'il est, c'est ce que nous avons essayé de vous faire découvrir tout au long de ce numéro inédit de Maghreb Orient Express. On se retrouve dimanche prochain pour un numéro qui sera consacré à la Syrie. D'ici là, on attend vos commentaires, vos réactions sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter @TV5Monde MEO. On se quitte sur cette très belle image de la cathédrale Saint-Pierre. نشوفوا دراري صغار كتموت في سيارة ليون على حجرة كديرها ساطة في خاتم مساوي 10 المليون. فهمتيني؟